Bonsoir. Je voudrais tenir avec vous quelques propos d'ordre linguistique. Ça fait longtemps que je n'ai pas traité de linguistique. Et l'autre jour, en écoutant un film américain, je suis tombé sur le mot letter, letter, L-E-T-E-R. Et ça m'a rappelé que en anglais, on avait exactement le même système qu'en français pour le mot letter. Ça voulait dire à la fois la lettre de l'alphabet et une lettre qu'on envoie. Et ça ne retrouve dans aucune autre langue. Ce rapport entre les deux. En hébreu, par exemple, il y a mirtav pour lettre et hot pour les mirtav qu'on envoie, qu'on écrit, et puis hot, c'est la lettre, c'est la lettre de l'alphabet, otiot, etc. Donc, je dirais presque que ce mot lettre est une sorte de symbolisme merveilleusement la symbiose entre le français et l'anglais. Je crois qu'on pourrait vraiment s'arrêter sur ce mot lettre, hein, parce que c'est une coïncidence trop forte, et ça n'existe pas dans aucune autre langue, je crois, à ma connaissance. Y compris dans une autre langue latine, d'ailleurs. Que le mot lettre, pour dire une lettre de l'alphabet, ait pu également être utilisé pour désigner un texte qu'on envoie, ça n'a rien d'évident. Même si, effectivement, bon, on est dans le domaine de l'écriture, mais ce n'est pas suffisant pour expliquer que ce soit le même mot. Tout à l'heure aussi, je ne sais pas, je pensais à l'Europe, l'Union européenne. En anglais, on dit UE, Union, on dit European Union, EU, et en français, on dit Union européenne, UE. Mais de toute façon, le mot union est un mot français. Hein, de toute façon, c'est clair. Certains diront, mais comment sait-on que c'est un mot français et pas latin, etc. Il y a tout un ensemble de raisons qui permettent de le voir. Les mots latins ont une façon ont une construction qui est particulière, ont des finales qui sont particulières. C'est d'ailleurs intéressant de noter, l'autre jour j'étais à un concert, qu'en anglais on dit sonata, et pas sonate. Un des rares domaines où l'anglais n'a pas emprunté au français mais à l'italien, et à une autre langue latine d'ailleurs, c'est dans le domaine de la musique. Alors là, franchement, c'est pas très flatteur pour la culture française sur le plan musical, mais là, il y a quelque chose qui est absent, qui n'est pas français dans la culture anglaise, mais c'est presque l'exception. C'est l'exception qui confirme la règle. En vérité, on dira par exemple concerto, on dira cello, on dira piano, bien sûr, et alors qu'en français, on dira le violoncelle, on dira le concert. Mais en français aussi, de toute façon, on utilise des mots latins ou des mots italiens. Donc en réalité, il n'y a rien d'extraordinaire. Il est possible que les Anglais aient emprunté au français leurs propres mots italiens. Et les emprunts italiens que l'anglais a fait sont des emprunts qu'il a fait à travers le français, qui lui-même utilise ces mots italiens. Pas dans tous les cas. Et dans le mot concerto, on dit concerto. Dans le mot piano, on dit piano. Par contre, pour le violoncelle, on dit violoncelle. Donc on a une dimension plus française, alors que les Anglais sont restés à cello. Alors pourquoi? Ça restera étudié sur le plan diachronique, mais ça n'est pas très important. De même que nous, on dit sonate, et les Anglais disent sonata. Donc ils sont plus italianisants que nous. Ou plus exactement, nous, on a appris à désitalianiser les mots en leur mettant en supprimant le A final et le remplaçant par un E. Comme par exemple, on dit la Joconde et pas la Giocunda, etc. Donc, l'anglais et le français sont intimement liés. Tous les gens qui apprennent l'anglais apprennent des milliers de mots français, et tous les gens qui parlent le français peuvent utiliser des milliers de mots qu'ils ont déjà en français dans le champ de l'anglais. Donc il y a des vases communicants qui sont tout à fait évidents. Il serait d'ailleurs vain de les contester. De même que Paris, une des raisons pour lesquelles Paris a un tel succès, c'est aussi parce que c'est une convergence linguistique forte. Que les gens viennent des pays
des pays germaniques, anglais, italien, portugais ou même russe, ils retrouvent un très grand nombre de mots en français qu'ils utilisent dans leur propre langue. Et ça n'est pas dit suffisamment. La langue française, c'est une langue, je ne dis pas que tout le monde la parle, mais tout le monde s'y retrouve, si vous voulez. Tout le monde y trouve des repères. Hein. Quand quelqu'un circule en Paris, il y a des tas de mots qui lui sont familiers, à partir desquels il peut deviner le reste. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans notre relation linguistique, langagière, on devine beaucoup de choses, de toute façon. Et c'est même même quand on lit aussi, on devine. Par exemple, quand on ne lit pas très bien parce que c'est pas très éclairé, eh bien on devine, à partir des mots qu'on arrive à lire, on arrive à devenir. Donc finalement, il y a une dimension divinatoire, si on peut dire, dans la pratique langagière. Je devine ce que l'autre dit, je devine ce qu'il veut nous dire à travers ce qu'il me dit, et par conséquent, même quand tous les mots ne sont pas compréhensibles dans une phrase ou dans un document, on arrive, à partir du moment où on a certains éléments qu'on comprend, on arrive à reconstituer à peu près le sens du document. Je parle de quelqu'un comme ça, un touriste, etc. Et même en Israël, aujourd'hui, en dehors de la question de l'alphabet qui est différent, mais quand on écoute des Israéliens parler en hébreu, dans l'hébreu moderne d'aujourd'hui, il y a énormément de mots que l'on comprend en français ou en. Voilà. Est-ce que ce sont des mots d'origine française directement? Est-ce que ce sont des mots qui sont passés par le russe? Dans bien de cas, ça pourrait l'être, mais par le russe, c'est quand même des mots qui sont passés du français vers le russe et du russe vers l'hébreu, etc. En tout cas, là encore, on a une langue qui est imprégnée de mots que l'on retrouve en français, des centaines de mots en hébreu maintenant qu'on retrouve en français. Donc il y a une interdépendance entre les langues qui est remarquable, mais dont le centre serait le français. Alors, bien sûr, la langue française, je l'ai montré dans mes travaux, n'est pas a perdu certains éléments de sa cohérence. Et je crois que non seulement il faudra affirmer le rôle du français au niveau de l'unification, en quelque sorte, de la culture européenne et mondiale, du fait qu'il y a des éléments qui se retrouvent dans chaque culture et qui sont souvent d'origine française, même si ce n'est pas direct, ça peut être indirect. De la même façon, il est souhaitable aussi de réformer la langue française. Puisque là maintenant, elle a des devoirs. Il ne s'agit plus simplement de signaler qu'il y a une terminologie, qu'il y a un vocabulaire français qui est circulé dans d'autres langues. Il faut aussi que la langue française, dans sa construction grammaticale, retrouve sa cohérence. Elle doit être une langue modèle, et donc elle a une obligation de se reconstituer. Alors certains diront, mais comment faire pour. Qu'est-ce que vous voulez dire reconstituer la langue française? À part la question de la réforme de l'orthographe, comment voulez-vous savoir ce que pouvait être la langue française à l'origine? Et moi je réponds, la langue française, bien entendu, elle a été à un moment donné codifiée, ce qui veut dire qu'il y a une sorte de préhistoire de la langue française avec des éléments qui sont, disons, un petit peu en chantier, mais au moment où elle est codifiée, ce stade de la codification, c'est ce qui nous intéresse. Ce stade de la codification, il faut considérer qu'il implique une très grande cohérence, une très grande logique, une très grande symétrie. Et donc ça, c'est le stade 2. Le stade 1, c'est le chantier. Le stade 2, c'est la codification. Et le stade 3, c'est évidemment la corruption de cette codification. Et il faut revenir au stade 2. Pas au stade 1, bien évidemment, qui n'a aucun intérêt, mais au stade 2. Il ne s'agit pas de retrouver les sources de la langue française, si ça vient du latin, du grec, etc., ça ne nous intéresse pas. Il s'agit de retrouver le moment où la langue française se structure, s'affirme dans sa cohérence, de façon totalement délibérée, sous l'influence probablement de certains grammairiens, de certains linguistes, à une certaine époque,
Il faudrait en définir, mais ce n'est pas le sujet de mon intervention ici. Et donc, par conséquent, voilà, le travail que nous avons, c'est de restituer à la langue française une cohérence parfaite sur le plan grammatical, notamment en ce qui concerne les articles, les pronoms définis, tout l'encadrement morphologique. Je ne parle pas du vocabulaire, je parle véritablement de l'encadrement morphologique et phonologique de base, parce qu'il y a aussi un problème de prononciation qui se pose, dont j'ai parlé dans différents documents, à savoir que, par exemple, le U, doit se prononcer même lorsqu'il est précédé d'un E. Comme par exemple, on ne doit pas dire Dieu, on doit dire Dieu. Voilà. Donc ça aussi, donc il y a des règles, il y a des codes de prononciation qui se sont perdus en français, il y a des codes de restitution, du passage de l'écrit à l'oral qui se sont perdus. Ça c'est un premier point. Deuxièmement, il y a des structures pronominales, adverbiales, euh, bref, tout un métalangage d'encadrement de la langue française qui comporte des anomalies regrettables et il est important de corriger. Ce faisant, on mettra fin à l'idée que les langues sont des entités qui évoluent et qui n'ont même pas de point de départ et qui continuent à évoluer. Non, il faut arrêter cette façon de voir qui est tout à fait problématique et toxique pour l'épistémologie des sciences humaines et notamment de l'épistémologie de la linguistique. La linguistique doit se fonder non pas sur ses origines, les langues ne doivent pas revenir à leurs origines absolues, elles doivent restituer leur stade de codification. Et ce stade de codification doit être la cible de la recherche linguistique.